Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des solutions. Oui, des solutions pour la France, pour la zone euro, pour notre épargne, pour justement éviter le chaos. Car vous le savez, ça y est, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Nous avons enfin un Premier ministre. C'est vrai qu'on l'a attendu plus de 50 jours. Il est là, mais néanmoins, le plus dur reste à venir. Que va-t-il faire? Quelle politique mener? Comment peut-on sortir de l'ornière? Donc c'est la thématique de cette vidéo, bien sûr avec des conséquences pour l'ensemble des Français, pour l'ensemble de la zone euro et également pour notre épargne. Donc je vais donner des solutions pour justement essayer d'éviter le pire, d'éviter le chaos, pour éviter également que de voir notre épargne sombrer. Donc sur quoi faut-il investir? Et puis bien sûr la question du jour, vous avez été extrêmement nombreux à me la poser. L'État français peut-il ponctionner notre épargne? Eh bien malheureusement la réponse est, je vous la dirai tout à l'heure, mais dans le détail, évidemment ce sera la question du jour. Et puis bien sûr on terminera avec une bonne nouvelle. Comme d'habitude, il y en a quand même, mais néanmoins le plus important reste à venir. Il faut maintenant essayer de sortir par l'eau de cette crise politique, cette crise sociale, sociétale, voire de l'ensemble de la zone euro. Alors on commence tout de suite. Évidemment il y a beaucoup de graphiques, de chiffres très clairs à donner et que vous pourrez évidemment distribuer, car c'est ça le plus important aujourd'hui, distribuer je dirais la vérité économique. Vous l'avez vu, on n'a pas arrêté de dire que le déficit public allait se creuser. Ça fait 8 mois qu'on l'annonce, puis la semaine dernière, tiens, on a découvert, bah oui, effectivement, ça se creuse. Bah oui, la vérité finit toujours par l'emporter. C'est ça le plus important, sachant que la première mesure quasiment du nouveau Premier ministre, c'est de demander à Bruxelles un délai, parce que normalement nous devions présenter le 20 septembre un projet de réduction du déficit public. Eh bien, nous ne sommes pas prêts a priori, donc on demande un délai. Ça commence pas forcément bien, mais bon, voyons voir ce qu'on peut faire pour justement sauver notre douce France. Alors on commence tout de suite avec déjà un cadeau de bienvenue pour Monsieur Barnier. Je pense qu'il s'en serait bien abstenu. Où est la France aujourd'hui en septembre 2024? Eh bien d'abord, nous avons une dette publique, on n'a pas encore les chiffres du deuxième trimestre, mais autour des 3200 milliards d'euros, un record évidemment absolu. Nous avons un déficit public qui se creuse et surtout qui devient incontrôlable. On verra tout à l'heure les graphiques avec les perspectives notamment de la direction du Trésor sur 2026 et 2027, parce que ça ne s'arrête pas seulement à 2025, et ça c'est particulièrement inquiétant. Ensuite, nous sommes numéro 1 mondiaux, ça c'est forcément des médailles d'or, et on a au moins 3. D'abord pour les dépenses publiques, 57,3% du PIB, il n'y a pas un pays qui fait plus que nous dans le monde, à part quelques petites îles dans le Pacifique, mais ça n'est pas représentatif. Ensuite, numéro 1 du monde des dépenses sociales, 31,6% de notre PIB, contre une moyenne de l'OCDE, donc des pays développés, de l'ordre de 21%. Donc on voit que nous mettons tout justement sur ce social, malheureusement avec peu de conséquences positives, mais c'est une réalité. Et puis surtout, numéro 1 du monde des prélèvements obligatoires, 46% de notre PIB. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Avant, il y avait les pays scandinaves, mais ils ont compris qu'il fallait arrêter justement d'augmenter cette ponction de façon prohibitive, de façon extrêmement dangereuse. Donc voilà, on comprend déjà les mesures à prendre si on veut éviter le pire. Et puis parallèlement, les chiffres sont sortis ces dernières semaines. Un indice INSEE du climat des affaires, donc des chefs d'entreprise, également de confiance des ménages. Dans les deux cas, nous sommes en zone de contraction de l'activité. Il y a un petit mieux au mois d'août, mais ça c'est un effet JO, mais néanmoins il y a bien une contraction de l'activité. Puis les chiffres viennent de sortir. Production industrielle, on nous parlait de réindustrialisation, 1,9% de baisse de la production industrielle française sur 3 mois, et parallèlement les exportations françaises au mois de juillet, moins 3,3%. Nous avons également un déficit de la balance courante. Donc vous voyez qu'on pouvait difficilement faire pire, j'ai envie de dire, pour commencer ce mois de septembre, pour commencer ce nouveau gouvernement. Donc va-t-il avoir les moyens de prendre les bonnes mesures? Parce que c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. On a évité le pire, on a évité un gouvernement qui aurait annoncé une forte hausse des déficits publics. Alors peut-être qu'il aurait fallu ça d'ailleurs pour comprendre la gravité de la situation. Là, on se met à espérer en disant bon, peut-être qu'on va prendre des bonnes mesures, on verra ça. Le problème, c'est que voilà, la première mesure, je l'évoquais tout à l'heure, qui a été donc annoncée, c'est que la France demande un délai supplémentaire donc pour proposer un projet de réduction de ce déficit. Normalement, on doit l'amener même à 3% d'ici 2027. Bon, il ne faut pas rêver. Si déjà on réussit à le réduire quelque peu pour 2024 et 2025, ce serait déjà pas mal. Mais néanmoins, encore une fois, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles.
Bruxelles, tout ça, c'est pour faire plaisir à nos enfants, du moins éviter de les mettre dans une situation très compliquée, puisque justement, ces déficits, eh bien, ils ne cessent de s'accroître, c'est ça qui fait justement la dette, et ensuite, il faut la financer, d'où évidemment une augmentation des taux d'intérêt, et ça nous coûte directement pour les entreprises, pour les ménages, et donc parallèlement, avec un risque derrière d'augmentation des impôts. Donc, c'est en cela que ceux qui disaient que la dette ne coûtait rien, c'est évidemment un mensonge éhonté, la dette nous coûte très cher, bien sûr pour les générations à venir, mais également pour nous tout de suite. Alors, rendez-vous compte, chaque année, la charge d'intérêt de la dette sera cette année au moins 60 milliards d'euros, bientôt 75 milliards d'euros, des chiffres complètement fous. Et donc, évidemment, le risque ensuite, c'est que nos dirigeants augmentent les impôts. Ça serait vraiment le pire qui pourrait nous arriver. Donc voilà, dans le détail, donc le gouvernement avait annoncé un plan d'économie de 25 milliards d'euros pour cette année. L'ancien gouvernement, évidemment. Après, on nous a dit non, plutôt 10 milliards. En fait, si on regarde bien, si on veut réduire le déficit public d'ici 2027, autour des 3%, même un peu plus, va-t-on dire, il faudrait réduire, tenez-vous bien, notre déficit de 110 milliards d'euros. Il faut réduire notamment les dépenses, augmenter les recettes. Alors comment faire? On verra bien ça tout à l'heure. De 110 milliards d'euros. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voilà malheureusement où nos dirigeants nous ont entraînés avec ce fameux quoi qu'il en coûte, cette gabegie de dépenses publiques, de déficit public qui a continué puisque, comme vous le savez, bien, en 2024, en 2025, ça continue. Et là, je vous ai fait un petit graphique parce que la semaine dernière, j'évoquais justement le fait que Bruno Le Maire avait découvert l'eau chaude ou l'eau tiède, enfin ce que vous voulez, en disant oui, enfin ça y est, les déficits publics augmentent, sont plus forts que prévu. Ça faisait 8 mois qu'on annonçait ça, mais on n'a pas regardé le détail parce qu'en fait, c'est une note du Trésor qui est sortie et le Trésor alerte. Donc la direction du Trésor, c'est normalement des gens très honnêtes, très sérieux, va-t-on dire, hein, et donc voici ce qui se passe, et ça c'est très intéressant de voir entre, d'un côté, ce qui est annoncé par les prévisions, et de l'autre, le résultat effectif. Donc déjà, on voit sur le passé qu'à chaque fois qu'on annonce un déficit public en baisse, finalement, la tendance a augmenté. Alors évidemment, 2020, c'est un petit peu spécial, puisqu'on avait prévu 2,2%, est arrivé le coronavirus, mais on a quand même fait quasiment 9% de déficit public. Mais si on regarde bien, en moyenne de 2010 à 2019, à chaque fois, le gouvernement, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, avait annoncé un déficit public en moyenne autour des 3,2, et en moyenne, on a fait 4,3% de déficit. Donc vous voyez qu'entre les effets d'annonce et puis la réalité, il y a souvent beaucoup de marge. Ensuite, depuis 2021-2022, c'était à peu près dans les cordes. Et puis à partir de 2023, là ça se creuse. On avait annoncé donc 4,9%, le gouvernement. Et ensuite, ça a été donc finalement 5,5%. Cette année, il annonce 5,1%. Il avait annoncé, du moins à la base, là c'est 5,6%. Je pense qu'on serait même plutôt autour des 6% de déficit. Mais ce qui compte, c'est la suite. Regardez bien, là vous avez donc les bâtonnets rouge clair, c'est ce qu'avait annoncé le gouvernement jusqu'à présent. Donc il avait prévu de réduire le déficit public, 2025 4,1, 2026 3,6 et 2027 2,9. Et ça, ce sont les nouvelles prévisions du Trésor. Alors là, c'est assez incroyable, parce que c'est pas une petite erreur. On passe de 4 à 6,2% de déficit. En 2026, regardez bien, c'est le pire, on passe de 3,6 à 6,7. Et en 2027, à 6,5. Donc évidemment, on est très très loin des 3%, donc ça qui est complètement fou. Comment on peut avoir un tel décalage? C'est simple, hein, on a aucune volonté, nous n'avions jusqu'à présent aucune volonté de réduire la dépense publique, et parallèlement, comme la croissance est molle, il y a moins de recettes fiscales. Alors, encore plus que cela, comme les taux d'intérêt ont augmenté, ça fait augmenter la charge d'intérêt de la dette, qui va donc bientôt atteindre 75 milliards d'euros, donc à financer juste pour les intérêts de la dette, et là, évidemment, ça veut dire que ça creuse tout simplement le déficit. Donc voilà pourquoi on a un tel écart, mais jusqu'à présent, je suis désolé, non, on nous avait bien menti, comme je l'ai souvent dit, il ne fallait pas le dire à l'époque, bon maintenant, c'est en train de changer, a priori, enfin on verra bien la suite, parce que pour l'instant, c'est pas forcément évident, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'il y a un décalage énorme entre ce qui a été annoncé jusqu'à présent et la réalité prévisible aujourd'hui. Ça pourrait même être pire, d'où l'enjeu, d'où l'intérêt de réduire ces déficits publics. Alors, comment peut-on faire pour réduire ces déficits? C'est ça la grande question. On va essayer d'apporter des solutions. Là, déjà, il faut faire un état des lieux. L'INSEE vient de réviser les chiffres de la dépense publique. Les chiffres viennent de sortir donc il y a 10 jours, et regardez bien, elle a encore révisé à la hausse sur l'année 2023. Donc nous sommes à 1609,9, on va dire 1610 milliards de dépenses publiques en 2023. Ça, c'est 2023 et c'est pas encore 2024 où ça va évidemment encore augmenter. Alors, comment se répartissent ces dépenses publiques? On a 33% de ces dépenses sont des prestations sociales et
31,9, quasiment 32% de ces dépenses, ce sont 514 milliards, ce sont des dépenses de fonctionnement. Voilà où il faut agir. Alors évidemment, on parle des subventions aux entreprises qu'il faudrait arrêter. Bon, c'est 71,4 milliards, ça va être compliqué de les arrêter. Vous voyez qu'il y a également énormément de transferts sociaux au sens large. Là, ici, 180 milliards, 140 milliards. Vous voyez donc, et surtout des sommes qui augmentent très fortement. Les dépenses de fonctionnement l'année dernière ont augmenté de quasiment 25 milliards d'euros. Alors, vous m'avez beaucoup posé la question également. Que regroupe ces dépenses de fonctionnement? Alors voilà, on va prendre la définition de l'INSEE, c'est très simple. Les dépenses de fonctionnement, comme leur nom l'indique, j'ai envie de dire, ce sont tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement justement de l'administration publique, que ce soit l'État, l'administration locale, centrale ou encore de sécurité sociale. Donc, évidemment, les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture, alors là évidemment c'est très vague, c'est très vaste, et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. Alors là, c'est également extrêmement vaste. Dans le détail des chiffres, en 2023, regardez bien, donc sur 514 milliards de dépenses de fonctionnement, il y a, tenez-vous bien, encore une fois je le dis souvent, mais parce qu'il est vrai, il faut se tenir, 346,2 milliards uniquement de rémunération des salariés. Mais comme vous le savez, on nous a promis depuis des années de réduire le nombre de fonctionnaires, de réduire le nombre d'agents du service public. En fait, ça ne fait qu'augmenter. Donc ça, c'était une arnaque, que ce soit avec Sarkozy et puis les présidents qui ont suivi. On a toujours continué d'augmenter. Donc si on continue d'augmenter le nombre de fonctionnaires ou le nombre d'agents de la fonction publique, parce que des fois, ils ne sont pas fonctionnaires, eh bien évidemment, on a une augmentation des charges et des rémunérations, tout simplement. Et le problème, c'est de savoir si on a augmenté tout cela et qu'on avait dans le même temps une amélioration des services publics, on pourrait dire que ce n'est pas grave, mais malheureusement ce n'est pas le cas puisqu'on a une détérioration des services publics. Donc on se demande où va l'argent qui a été grassement augmenté. C'est là qu'est la grande difficulté. Consommation intermédiaire, donc c'est bien sûr les fournitures et autres, là c'est quand même 155 milliards quasiment, et donc parce qu'il y a des l'État paye également des impôts, 12,9 milliards sur la production. Donc voilà l'augmentation même des salaires, on est à 15,2 milliards, donc l'année dernière, c'est quand même très notable, très élevé. Donc voilà où nous pouvons évidemment réduire la voilure quand on regarde dans le détail. C'est quand même important de savoir où nous en sommes, et ces chiffres, personne n'en parle. Ce sont pourtant des chiffres, vous voyez, de l'INSEE, ils sont disponibles sur le site de l'INSEE. Donc que voit-on? Dépenses totales donc en milliards d'euros. Donc maintenant, on va répartir par administration. Donc d'abord, on a l'État et ce qu'on appelle les administrations centrales. Ça veut dire, on verra tout à l'heure, beaucoup d'organismes centraux. Par exemple, Météo France, voilà, je pense à eux, mais il y a d'autres exemples. Il y en a 700 de ce qu'on appelle des ODAC. Vous verrez ça tout à l'heure, c'est assez incroyable. Mais donc, un ensemble des dépenses donc de 597 milliards, administration locale 315 et donc administration sociale 735. Donc, on voit bien qu'en pourcentage du total, l'État, c'est 36,2% du total. Mais attention, les dépenses de fonctionnement, ça c'est intéressant, parce que pour l'État, c'est donc 233,6 milliards, donc ça veut dire 45,4% du total. Voilà le problème, c'est que l'État central, avec administration centrale, c'est 36,2% de l'ensemble des dépenses publiques, mais c'est 45,4% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. On comprend bien le problème, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des dépenses de fonctionnement qui augmentent n'importe comment, notamment au niveau de l'État. Regardez, au niveau de l'administration sociale, là c'est 44,7% du total des dépenses, mais ce n'est que 24,7% du total des dépenses de fonctionnement. Vous voyez la différence? Donc à la fin, on peut vérifier, ça fait 100, donc tout va bien. Donc encore une fois, on comprend. Bien sûr, la collectivité locale, c'est ici, c'est aussi important, mais le problème central, justement, c'est le cas de le dire, c'est l'État. L'État qui a dépensé n'importe comment. Il n'y a pas eu beaucoup de vérifications et je pense qu'on doit vraiment faire un audit très profond pour voir où a été gaspillé cet argent. Et là, il y a des sources d'économies de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc ça, on ne pourra pas faire l'économie, justement, c'est le cas de le dire, de cet audit pour voir où cet argent a été gaspillé. Il faudra dire les choses, tout simplement, et certainement, on comprendra ce qui s'est passé. Et ça, bien entendu, on le doit aux Français. On doit cette transparence aux Français. Alors maintenant, si je regarde le déficit global, parce que ça aussi, il y a un petit problème, c'est qu'on voit que le déficit de l'État est supérieur au déficit total. Ben oui, c'est très simple. Pourquoi? Là, c'est les chiffres de 2023. Donc, déficit de l'État au sens large plus administration centrale, 156,4 milliards. Le total, c'est 154,8. Donc, le déficit de l'État, c'est 101% du déficit total. Pourquoi? Parce qu'on a un déficit
de tout ce qui est donc collectivité locale d'à peu près 10 milliards d'euros. Mais par contre, il y a un excédent l'an passé de la sécurité sociale à 11,5 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'était le cas l'année dernière. Donc là, on voit bien que ça a contribué finalement, ça a réduit le déficit, hein, puisqu'il y avait un excédent de l'administration sociale. Donc, si je regarde maintenant sur longue période, donc depuis 2010, voilà comment ça se passe. Depuis 2010, le déficit public total moyen est quand même de 112,6 milliards d'euros. C'est évidemment énorme. Sur ces 112, il y a 102,3% qui vient de l'État. Donc 91% du déficit depuis 2010, c'est l'État. Ensuite, 2,2%, c'est collectivité locale, et quand même 6,9%, parce que là, sur longue période, il y a un déficit de la sécurité sociale. Hein, 2023, c'était un petit peu particulier. Donc, on a 6,9%. Mais l'essentiel, évidemment, de ce déficit vient de l'État central. Donc, c'est là où nous allons devoir faire des efforts. Et d'ailleurs, conséquence logique de cela, eh bien, là où la dette est la plus forte, c'est aussi au niveau de l'État. Voilà, 91,7% de la dette publique totale, donc je rappelle 3200 milliards d'euros au total, eh bien, ça vient de l'État et donc de ce qu'on appelle les administrations publiques centrales. Donc, je vous ai mis, effectivement, c'est aussi sur le site de l'INSEE, je vous invite à voir parce qu'il y en a 700. 700, ce qu'on appelle les organismes divers d'administration centrale. J'en ai mis quelques-uns, bien sûr, on est très connus, le CNRS par exemple, le Commissariat à l'énergie atomique, le Centre pour la recherche économique et ses applications. Donc là, bon, le CEPREMAP, j'ai entendu parler de ça, mais bon, finalement, ça sert à quoi? Bon, peut-être un Institut français du cheval et de l'équitation. Bon, il y en a 700 comme ça. Donc vous allez vous amuser, enfin, entre guillemets, parce que là, on se rend compte également des sources d'économie. C'est pas ça qui fait l'essentiel du déficit, mais tout de même, petit à petit, bout à bout, tout ça, tous ces déficits, ben, ça fait des gros déficits. Donc voilà, si on veut aujourd'hui optimiser la dépense publique, il y a plusieurs milliards d'euros à récupérer un peu partout. Donc, encore une fois, si je prends la dette publique totale, donc quasiment 92%, ça vient de l'État, 8,9% ça vient de collectivités locales et 9,3% de la sécurité sociale. Ça aussi, on nous avait dit qu'on allait réduire ce déficit et nous y sommes toujours malheureusement aujourd'hui en 2023 et ça, pour 2024, ça sera évidemment pire. Donc voilà le problème numéro 1. Si on veut réduire ces dépenses publiques, c'est possible. Simplement, encore faut-il avoir le courage de le faire et de regarder la réalité de ces chiffres en face. Personne n'en parle, nous sommes là pour le faire. Et merci évidemment pour votre soutien, pour diffuser ces informations. C'est important de donner toutes ces informations. Si je regarde maintenant, là c'est pour 2022 parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2023. L'INSEE dit, ben non, désolé, on fera ça peut-être au mois d'octobre. Bon, alors on attend. Ça, ce sont les dépenses publiques, donc par mission, va-t-on dire, donc protection sociale, 40,8%, santé, 15,6%, affaires économiques, 11,5%. Là aussi, il faudra creuser un petit peu parce qu'il y a peut-être un petit peu des dérapages. Alors, services généraux, 10,6%, là aussi, services généraux, c'est évidemment très global, il y a des efforts à faire. Et l'enseignement, 9%, donc voilà, c'est bien, mais c'est peut-être pas forcément suffisant. Défense, et ordre et sécurité publique, voilà, 3%. Donc, il faut repenser complètement cette dépense publique. Les moyens sont là, mais ils sont mal alloués. Il y a énormément de gaspillage. Donc nous savons ce qu'il faut faire. Alors je sais qu'on me dit, soyez notre ministre de l'économie, ou moi je veux bien, mais encore faut-il qu'on me laisse faire. Et bon, pour l'instant j'en doute, on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le courage de regarder la réalité en face et d'arrêter tous ces gaspillages qui sont tout simplement une catastrophe pour notre économie, parce que tout ça, eh bien, nous devons le payer. Tout ça, ce sont nos impôts qui les payent, évidemment, et c'est ça qui est dramatique. Alors justement, où sont ces impôts? Comment se répartissent ces impôts? Voilà les chiffres de 2023. Vous voyez, il y a beaucoup de chiffres. Vous les aurez tranquillement. Vous pouvez faire arrêt sur l'image, l'envoyer autour de vous. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des impôts, cotisations sociales et taxes, alors évidemment, cotisations sociales, ça donne droit à des prestations, mais c'est quand même un prélèvement, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. On est à quasiment 1300 milliards d'euros. Donc quand on me dit qu'il faut encore les augmenter, ça n'a pas de sens. Ça fait des années, des décennies qu'on fait ça, et on comprend bien que ça ne marche pas. Plus vous augmentez les impôts, plus vous cassez l'activité économique. Si vous cassez l'activité économique, vous réduisez ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, on a moins de recettes fiscales. C'est complètement fou que des économistes de salon, de talent, certains diront même, moi je dirais plutôt des économistes dogmatiques qui ne sont pas dans la réalité, continuent de prôner cela. Et puis dans le côté, on voit d'autres économistes qui versent des larmes de crocodile, on dit oh là là, c'est pas beau, on a beaucoup de déficit. Alors pendant des années, ils ont ciré les pompes, excusez-moi l'expression, à nos dirigeants précédents. Et alors que moi j'ai essayé justement de leur dire, je leur ai dit, j'ai tout fait pour leur dire, de réagir justement aux conséquences. Donc voilà, l'honnêteté doit payer.
il faut être honnête et dire les choses, et malheureusement nos dirigeants n'ont pas été assez, et les économistes encore pire évidemment, surtout aujourd'hui, et c'est ça qui est dramatique, mais on continue à garder l'espoir de pouvoir sauver cette belle France, parce qu'on a un pays qui est formidable, je ne le dirai jamais assez. Donc 1300 milliards, ça veut dire 45,7% de notre PIB, numéro 1 du monde. Vous avez tout le détail effectivement des recettes fiscales, bien sûr les cotisations 462 milliards, la TVA 205 milliards, la CSG 147 milliards, là c'est évidemment, vous voyez, il y a peut-être des moyens même, j'ai envie de dire, de baisser les impôts, parce que j'entends qu'on va peut-être augmenter la TVA, etc. Surtout pas, il ne faut pas augmenter les impôts. Je vais faire des propositions tout de suite, ne soyez pas trop impatients. Donc si je regarde maintenant les prélèvements administration par administration, d'abord l'État, vous voyez bien, c'est 28,6% du total donc de ponctions de l'État, 348 milliards. L'ensemble des ponctions, là c'est le plus élevé, c'est la sécurité sociale, 685 milliards, donc 56,2% des prélèvements obligatoires viennent donc de la sécurité sociale. Administration locale, 14,6. Et bon, c'est comme dit l'Union européenne, ça ponctionne beaucoup. Oui, bon, c'est 6,6 milliards, c'est déjà ça. Mais par rapport au reste, on voit que c'est pas forcément le plus important. Donc bien sûr, il y a des efforts à faire là aussi. Peut-être qu'il faut repenser notre budget, il faut faire des économies partout. Mais c'est sûr que voilà les grandes forces, entre guillemets, sur lesquelles il faut agir. Donc vous voyez que le chiffre 1218 milliards n'est pas le même, parce qu'évidemment, il y a des rétrocessions d'impôts entre les différentes administrations, mais donc globalement, c'est ce qui fait qu'on arrive à 43,2% selon les chiffres de l'INSEE et à 46% selon les chiffres harmonisés Eurostat. C'est ce qui fait la petite différence, mais enfin, ça reste de toute façon, quoi qu'il arrive, numéro 1, ça reste donc la France en termes de prélèvements obligatoires par rapport à notre PIB. Donc dans ces conditions, on voit que la France souffre de plus en plus, et surtout, elle n'arrive pas à tenir ses engagements. C'est ça qui est particulièrement inquiétant, puisqu'on devait proposer justement une réduction de notre déficit à Bruxelles. Encore une fois, c'est pas pour Bruxelles, c'est évidemment pour l'avenir de nos enfants, pour le bien-être finalement et pour le sérieux de la France. Donc on devait réduire ce déficit et annoncer un projet de réduction le 20 septembre. On ne pourra pas le faire, donc on demande un délai. Pareil pour la loi de finances 2025. Normalement, c'est le premier mardi du mois d'octobre, donc dans quelques semaines finalement qu'on doit proposer ce budget. Il n'est toujours pas fait, alors est-ce qu'on va mettre le même budget que l'année dernière? C'est problématique. Donc, et le ministre du budget, le ministre de l'économie, ils ne sont toujours pas nommés. Donc comment va-t-on faire? Parce que les jours avancent, les semaines passent, donc ça va être extrêmement compliqué, et donc ça peut générer des craintes. Pour l'instant, les taux d'intérêt n'augmentent pas trop. Bon, on est quand même autour des 3% sur le taux d'intérêt à 10 ans, donc c'est un petit peu remonté la semaine dernière et ces derniers jours. Mais néanmoins, c'est vrai que ça ne dérape pas complètement. Mais si on continue comme ça, si l'inquiétude continue, si l'incertitude continue, eh bien évidemment, ça pourrait complètement déraper et casser donc l'activité économique, parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'investissement des entreprises, ça casse la consommation des ménages, donc ça génère une récession, et ensuite, évidemment, on a un chômage qui augmente, donc plus de déficit, donc plus de dettes, hausse des taux d'intérêt, c'est le cercle vicieux particulièrement dramatique. Alors, avant d'en arriver là, le pire, c'est que si on ne fait rien vis-à-vis de Bruxelles, au printemps 2025, on aura même une amende. Alors évidemment, bon, ça n'a jamais été mis en place, parce que donner une amende à quelqu'un qui est déjà en déficit excessif, ça va aggraver l'amende, aggraver le déficit, et donc l'amende également demain, mais néanmoins, ça pourrait coûter 2,5 milliards d'euros. Comme on a besoin de pas mal de milliards d'euros ces derniers temps, ça ne va pas ranger les choses. Mais surtout, c'est l'image le problème. Même si on n'aura pas cette amende, l'image est catastrophique, sachant que ne l'oublions pas, 52% de notre dette publique est détenue par des étrangers, justement. Je viens de vérifier les chiffres de la Banque de France pour le premier trimestre 2024. On est à plus de 52% de notre dette publique qui est détenue par des non-résidents. Donc c'est quand même pas rien, et donc si évidemment on les inquiète, ils ne vont pas acheter notre dette publique, et donc les taux d'intérêt vont augmenter. Pour l'instant, on ne le voit pas, et c'est vrai que l'État français en 2024 va faire appel au marché pour 285 milliards d'euros. À peu près la moitié déjà qui était demandée, c'est passé jusqu'à présent, mais là, le reste, est-ce que ça va passer? C'est ça la grande difficulté. 285 milliards d'euros donc de demandes finalement de fonds prêtables sur les marchés. Donc quand on dit oui, on est dépendant des marchés, non, en fait c'est nous, les dirigeants français, qui malheureusement, donc c'est pas nous, c'est les dirigeants français justement, qui avons mis la France dans un tel état de dépendance des investisseurs étrangers. C'est ça qui est extrêmement dramatique. Certains me disent oui, mais c'était calculé, c'était fait exprès. Enfin, quand même, à ce point-là, une telle incompétence, c'est quand même assez dramatique. Et donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, donc, encore une fois, ces 285 milliards d'euros à capter sur les marchés. C'était déjà 270 milliards l'année dernière. Et donc, évidemment, comme 52% sont des non-résidents, s'ils n'ont pas confiance dans la France, ils vont demander des primes de risque, et donc une augmentation des taux d'intérêt. On le voit aujourd'hui, les taux d'intérêt français sur la dette publique sont supérieurs aux taux d'intérêt portugais. Bravo pour le Portugal, parce qu'ils ont fait des efforts, mais on se rend bien compte que aujourd'hui, la France inquiète. Et évidemment, si demain on n'a pas un gouvernement sérieux, si on n'a pas une majorité à l'Assemblée sérieuse, si ce gouvernement n'est pas donc justement validé par l'Assemblée, ça va faire désordre. Donc, vous voyez que
Même si on a un Premier ministre, il y a encore beaucoup de dangers pour demain, que ce soit vis-à-vis des Français, mais également vis-à-vis de l'Europe et donc de la zone euro. C'est là où la zone euro est en danger, parce que si jamais effectivement la France ne remplit pas ses objectifs, comme les Allemands vont très mal d'un point de vue de l'activité économique, eh ben, ça va créer des tensions au sein donc, du fameux couple entre guillemets franco-allemand et surtout au sein de l'ensemble de la zone euro, car beaucoup de pays ont fait des efforts énormes et donc ça peut générer une implosion de la zone euro. Ça serait donc particulièrement dangereux parce que là les taux d'intérêt continueraient évidemment d'augmenter. Donc vous voyez qu'il y a énormément de dangers demain, et donc notamment pour notre épargne là aussi qui est en danger. On verra tout à l'heure sur quoi peut-on investir. Alors, dans ces conditions, que peut-on faire? Voilà, parce que maintenant, il faut proposer des solutions. Ben, on a vu, hein, je vous ai montré un peu les chiffres, justement pour vous guider vers les solutions. Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Ici, on les voit, donc j'en ai mis 8, hein, j'en ai augmenté une d'ailleurs. Il faut ce que j'appelle faire une thérapie de choc bienveillante. Donc, je vais vous surprendre, il faut baisser les impôts. On va voir comment tout à l'heure. Il faut augmenter le rendement finalement de ces impôts, réduire certains de niches fiscales et bien sûr réduire la dépense publique, notamment de fonctionnement. On a compris que c'était là le problème numéro 1. Lutter également contre les fraudes fiscales et sociales, elles sont énormes et ce sont des montants colossaux. Réduire le coût du travail, donc en réduisant les charges, les cotisations que nous payons. Et donc ça va permettre d'augmenter le salaire net. Alors après on pourra transférer une partie de ces cotisations peut-être sur la TVA, mais sans augmenter le taux de TVA. Sinon vous allez faire de l'inflation et casser l'activité économique. Donc simplement, il faut réduire les dépenses pour éviter que le déficit n'augmente encore. Avoir un marché du travail qui soit plus fluide, innover massivement en créant également des fonds de financement de l'investissement, bien sûr développer les formations et développer la culture économique. C'est ce que nous faisons ici. Donc voilà les grandes mesures. Alors je vais en prendre quelques-unes. On les développera encore plus la semaine prochaine, c'est certainement, parce qu'on va avoir besoin justement de dire les choses et essayer de proposer. Alors donc, voilà, j'ai fait tout simplement des calculs. Vous allez les voir. Donc pour moi, il faut baisser les impôts pour tous. Alors quel est l'impôt que tout le monde paye, qui était un impôt normalement qui ne devait pas durer longtemps, créé par Michel Rocard en 91, vous voyez qu'on est en 2024, ça existe toujours et ça a été augmenté, c'est la CSG. CSG, tout le monde le paye, la paye du moins, et donc ce qui veut dire que moi je pense qu'il faut la réduire de 25 milliards d'euros. Dans le même temps, l'impôt sur la production qu'on devait supprimer là aussi est toujours là, donc on doit le réduire aussi de 25 milliards d'euros, et dans le même temps, il faut supprimer de nombreuses niches fiscales, d'ailleurs qui sont souvent très arnaques, malheureusement beaucoup d'arnaques, on le voit sur tout ce qui est pompe à chaleur, etc. Donc là, il faut clarifier toute cette situation et donc ça permettra de récupérer 20 milliards d'euros. Donc au total, cette baisse d'impôts ne me coûte que 30 milliards d'euros par rapport au budget de l'État. Dans le même temps, je dois réduire les dépenses de fonctionnement et ça, vous l'avez vu, l'année dernière, ça a augmenté de 25 milliards. Pareil, l'année d'avant, on peut réduire les dépenses de fonctionnement de l'ordre de 50 milliards d'euros sans casse, j'ai envie de dire, sans casse sociale, comme je l'entends parfois. Et évidemment, il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes pour comprendre que c'est tout à fait possible. Troisième mesure, lutter contre la fraude fiscale. Toutes les fraudes, j'ai envie de dire la fraude fiscale, entre 30 et 50 milliards d'euros par an, donc ça peut rapporter au bas mot, on va dire 30 milliards, et bien sûr la fraude sociale, entre 15 et 40 milliards d'euros, donc disons pour la première année, ça rapporterait 20 milliards, là aussi, il faut arrêter de tourner autour du pot, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter ces faux semblants, il faut dire la vérité. Il y a malheureusement des fraudes fiscales et sociales, on doit lutter contre ces fraudes, et ça peut ramener, regardez bien, 50 milliards d'euros. Donc au total, si je fais la somme de tout ça, donc les moins 30 de baisse d'impôts, les plus 50 donc en réduisant donc les dépenses, donc ça veut dire c'est 50 en plus pour le déficit public, donc en réduction du déficit, je rajoute les 30 et les 20 donc pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, j'obtiens 70 milliards d'euros de réduction de mon déficit. Et encore, je n'ai pas voulu être trop optimiste parce que en baissant les impôts, je vais générer une croissance plus forte. Donc là, je vais augmenter l'assiette fiscale, donc je vais ponctionner moins, mais sur un gâteau plus gros. Donc j'aurai certainement beaucoup plus de recettes que escompté. Mais bon, soyons pas trop optimistes. Vous voyez, 70 milliards sur une année, c'est possible. Encore faut-il avoir le courage de le faire, c'est ça le problème. Et pour l'instant, ce n'est pas, en tout cas je ne le vois pas, peut-être que ça sera le cas demain, hein, mais pour l'instant, moi où je fais cette vidéo, j'attends toujours, on attend toujours justement ce sérieux pour demain et surtout, il ne faut pas augmenter les impôts. Si vous augmentez les impôts, vous allez casser tout ça, vous allez casser l'activité économique, et donc on n'aura évidemment rien gagné. C'est vrai que c'est un petit peu, on a vu Moscovici qui dit oui, c'est là, on n'a qu'à augmenter les impôts, tout ira bien. C'est tellement tentant, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, et ça ne marche pas. Plus vous avez augmenté les impôts, plus vous avez cassé la croissance. J'ai fait un graphique que j'ai souvent montré, justement, on voit les impôts qui augmentent, et puis la croissance qui s'effondre. Alors, dans le même temps, sur le marché du travail, là aussi, il faut faire des efforts. Simplifier notre marché du travail, regardez bien, nous sommes
4020 pages sur le code du travail, 3840 sur le code des impôts. Vous voyez, depuis 2000, plus 1758, plus 1748 pages. Bon, bah, évidemment, il y a des jurisprudences, tout ce que vous voulez, mais bon, ça fait quand même désordre tout ça. Donc là, encore une fois, on doit simplifier, on doit clarifier pour permettre justement d'avoir une économie plus fluide. Et là aussi, on aura plus de croissance. Autre mesure sur l'innovation, je ne vais pas m'apesantir, mais c'est vrai que ça c'est important, pouvoir innover demain. La part de la R&D, donc en France, c'est 2,2% du PIB. Le problème, c'est qu'on a des chercheurs qui cherchent, mais des chercheurs qui trouvent, ben, on en cherche justement, c'est tout le problème. C'est une phrase du général de Gaulle il y a très longtemps, mais nous sommes toujours dans ce même problème. Donc là aussi, la part de l'État dans le financement public, c'est plus de 50%, la plus élevée du monde. Donc ce n'est pas un problème de dépenses publiques, c'est un problème de dépenses privées. Il faut créer des fonds d'investissement qui vont gérer la retraite, donc sur du très long terme, et qui vont également financer l'investissement innovant en France. Voilà le vrai enjeu. Et là, vous créez de la richesse, pas simplement des startups qui vont aller voir aux États-Unis ou alors qui disparaissent ici. Non, on a besoin de financiers de cet investissement ici même, et ce sera des fonds français qui investiront en France. Voilà là, une des clés également pour le financement de l'innovation et le financement donc de la croissance. Alors, on sait donc ce qu'il faut faire. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est simplement du bon sens, encore une fois, et du courage. Et si on ne fait pas ça, ben voilà ce qui va nous arriver, je suis désolé de le dire, ben voilà, c'est le cas grec, évidemment. Quand j'entends certains dire non, mais on peut encore augmenter la dépense publique. C'est quand même assez incroyable, on a vu les chiffres. Voilà. Mais c'est ce qu'avait dit Papandréou à l'époque, au début de la crise grecque, et c'est ce qui a fait exploser la Grèce. Le PIB grec après a chuté de 30%, après ça a stagné, après il y a eu le corona, et là aujourd'hui, regardez même s'il y a eu un rebond, nous sommes encore 22% en deçà du niveau de 2008. C'est ça que nous voulons pour nos enfants? Non. Alors soyons raisonnables, prenons les bonnes mesures et sauvons la France. Espérons qu'on le fera, mais si on ne le fait pas, évidemment, ça sera particulièrement compliqué. Donc, pour votre épargne, je ferai une vidéo beaucoup plus dans le détail, mais je dis déjà aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de questions, pour votre épargne, prudence sur les marchés boursiers. Les marchés boursiers sont très très inquiets, il y a très forte volatilité, que ce soit ce qui se passe aux États-Unis ou également chez nous, donc soyons prudents également ce qui se passe en Chine. Délaisser les dettes publiques, parce qu'on a compris que les taux d'intérêt vont augmenter, et donc si les taux d'intérêt augmentent, ça fait baisser le cours des obligations. Garder un petit peu de cash, si possible rémunéré sur des comptes, ce qu'on appelle des SICAV monétaires, entre guillemets, ou des comptes rémunérés, ça existe, on pourra en parler. Ensuite, on peut, alors le dollar, c'est vrai qu'il a un petit peu baissé, mais justement peut-être le moment de revenir, et surtout sur le franc suisse qui reste élevé. On peut également, on pourra en 2025-2026 revenir sur l'immobilier, mais là ça va encore baisser pendant quelques mois. L'or, évidemment, c'était notre pari l'année dernière, même depuis 2-3 ans, ça a bien marché, donc il faut également le conserver. Les crypto-monnaies, le bitcoin, soyez prudents parce que c'est extrêmement volatile également. Et puis surtout, carpe diem parce que ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis parallèlement, si on va encore taxer notre épargne, mais vous en consommez une partie d'ores et déjà. Donc voilà, alors justement, c'est la question de la semaine. On m'a pas arrêté de me dire, est-ce que l'État peut ponctionner l'épargne, notamment en augmentant les impôts dessus? Eh bien oui. Malheureusement, j'espère pas que ça n'arrivera, bien sûr, mais vu le chemin que nous prenons, ça risque d'être inévitable. Donc on a 6 000 milliards d'euros d'épargne en France, donc c'est évidemment extrêmement tentant. Et tenez-vous bien, c'est pas que les riches qui vont payer. Tous les Français seront concernés par une augmentation de l'imposition sur l'épargne. Ça serait évidemment particulièrement dangereux. Ça serait très triste d'en arriver là. Ça serait ce que j'appelle un fusil à un coup, parce qu'à ce moment-là, on aura une fuite de l'épargne. Et comme toujours, ce sont ceux qui pourront ouvrir des comptes à l'étranger. Je l'ai souvent évoqué. J'espère que vous l'avez fait, bien entendu, parce que c'est toujours le moment de le faire. Je reparlerai prochainement justement dans le détail, mais c'est clair qu'aujourd'hui notre épargne, bien entendu, est en danger parce que tous les dirigeants politiques lorgnent sur cette épargne et ça serait une catastrophe évidemment de le faire. Compter sur moi pour tout faire pour éviter évidemment d'en arriver là. Alors la bonne nouvelle de la semaine, il y en a quand même eu une, c'est évidemment les enquêtes des directeurs d'achat de la semaine dernière qui ont été publiées et donc l'indicateur donc composite pour le monde s'est amélioré. On est passé de 52,5 à 52,8. Vous connaissez la barre à 50. Au-dessus c'est de la croissance, en deçà c'est le recul d'activité. Donc là 52,8 c'est pas l'euphorie mais c'est quand même, vous voyez ici, une croissance autour des 3%. Donc ça reste quand même plutôt pas trop mauvais pour l'économie mondiale. Dans le détail des chiffres, on a toujours évidemment les locomotives habituels, donc l'Inde notamment, également les États-Unis. Donc quand la Fed dit je vais baisser les taux d'intérêt parce qu'il y a un risque de récession, absolument pas de risque de récession aux États-Unis, pareil au Royaume-Uni. Alors il y a une petite surprise, c'est la France, 53,1. Que s'est-il passé? Bah oui, ça c'est l'effet JO sur le mois d'août, mais malheureusement sur le mois de septembre, ça risque de faire l'effet inverse parce qu'on voit bien le cataclysme actuel. Donc bon, espérons qu'on va vite s'en sortir, mais pour l'instant, le mois de septembre risque d'être extrêmement compliqué. Tous les projets sont gelés en termes d'embauche, en termes d'investissement. Donc soyez extrêmement prudents. Donc on voit les pays qui
sont envahis le monde, c'est plutôt encore, ça résiste. Et donc, par contre, les pays qui s'effondrent, j'ai envie de dire toujours les mêmes en dernière place, l'Allemagne et le Canada, dans une récession dramatique. On pense à nos amis canadiens. Vous souffrez, c'est un peu comme ce qui se passe en France, malheureusement. Il faudra prendre le taureau par les cornes et prendre évidemment les bonnes mesures. Puis également nos amis allemands qui s'effondrent dans une très très grave récession. Et donc s'il y a une grave récession, le problème c'est quoi? C'est que évidemment les Allemands vont être de moins en moins enclins à accepter d'avaler les couleuvres françaises, c'est-à-dire notamment en termes d'augmentation de la dépense et des déficits publics. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On va vivre des semaines très intéressantes, très mouvementées. Donc on sera là pour vous aider, bien entendu. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. La conclusion, c'est qu'on peut sauver la France. C'est possible de réduire le déficit public sans casse sociale. Et surtout, on gagnera en crédibilité et on sauvera une partie de l'avenir de nos enfants. C'est vraiment tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les mois à venir. Encore merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos pouces vers le haut. Continuez, c'est formidable. Merci également de vous abonner, de faire abonner autour de vous. Encore une fois, je rappelle, donc, pour recevoir les slides, il faut être abonné et abonné premium. Donc une fois qu'on est abonné, il y a un petit onglet qui s'appelle souscription ou rejoindre et ça me permettra ensuite de vous envoyer les slides par Internet. Si vous n'avez pas encore arrivé vos mails pour ceux qui les abonnés premium, il y en a quelques-uns, envoyez-moi donc votre adresse sur le site acdefis.com. Voilà, merci beaucoup encore une fois, portez-vous bien, accrochez-vous, j'ai envie de dire, on va sauver la France, c'est inévitable, on a besoin justement de sauver la France, sinon on a compris ce qui va se passer, donc voilà, on a le choix, donc espérons qu'on fera le bon choix. Merci beaucoup encore, bonne continuation et à très bientôt.